Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce journal. Dans l'actualité de ce mardi 26 mai, Internet. Les communes de Vendée encore mal desservies sont en train d'être raccordées à la fibre optique pour permettre aux habitants d'avoir une connexion plus rapide. Exemple dans le sud Vendée. Nous irons à la rencontre d'un passionné de rapaces à Saint-Denis-du-Péret. Il élève des aigles de Bonelli, une espèce menacée. 10 aiglons sont nés chez lui. Ils partiront demain pour l'Espagne où ils vont être réintroduits dans la nature. Et puis à Saint-Hilaire-de-Riez, une initiation à la langue des signes est proposée dans les écoles. Une ouverture pour les élèves sur le handicap. Privilégier les arrêts dans les gares les plus importantes comme La Roche-sur-Yon au détriment des plus petites comme celle de Luçon. C'est ce que préconise le rapport Duron. Le député du Calvados a remis ce midi au secrétaire d'État au transport ses propositions concernant l'avenir des intercités, ces trains corail de la SNCF. Certaines lignes sont peu fréquentées. Ces trains pourraient donc être remplacés par des bus ou tout simplement supprimés. C'est le cas par exemple du Quimper-Nantes sur la ligne Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux qui dessert La Roche-sur-Yon et Luçon. Le rapport préconise d'augmenter le nombre de liaisons à l'issue des importants travaux de modernisation des voies prévus, mais de privilégier les arrêts dans les villes importantes. La Roche-sur-Yon pourrait donc continuer à être desservie par cette intercité, mais pas Luçon. Le gouvernement doit engager une concertation sur ces propositions fin juin. Regarder une vidéo sur Internet ou simplement surfer, pour certains habitants du département, ça reste encore compliqué, à moins d'être patient. 30 000 foyers vendéens n'ont pas accès à l'Internet haut débit. Un plan départemental numérique a été défini. Il prévoit, d'ici 2017, d'améliorer les connexions en déployant de la fibre optique vers les communes les moins bien desservies. Des travaux ont ainsi été réalisés récemment à Moreil, près de Luçon. Explication, Carl Laboureux. Moreil, petite commune de quelques 145 foyers, des Moreuillais qui bénéficient aujourd'hui d'un débit internet beaucoup plus rapide. C'est ce qu'a pu constater ce propriétaire de chambre d'hôte pour qui la toile est un outil de travail indispensable. Il y a certains sites parfois où il y a des grosses photos, surtout dans le tourisme, il y a beaucoup de photos. Parfois c'était un peu lourd, un peu lent. Là maintenant la navigation se fait plus facilement. Et puis en plus, avec nos hôtes, quand on a plusieurs hôtes qui sont connectés en même temps, là aussi on sent la différence. Et si cette petite révolution numérique a été rendue possible, c'est grâce à la fibre optique et à cette armoire. Aujourd'hui, le débit pour chaque maison sera de l'ordre de, globalement, de plus de 12 mégabits par seconde. En fait. Soit 10 à 15 fois plus rapide qu'auparavant. Et comme Moreil, d'autres communes, généralement les plus mal desservies en connexion Internet, vont bénéficier de cette opération. D'ici la fin de l'année, 10 000 foyers vendéens seront concernés par cette première phase. Car ce n'est qu'un début. L'ambition du conseil départemental est de fournir le très haut débit à tous pour 2025. On a desservi à une époque nos campagnes en électricité, en voirie, en téléphone. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur la fibre et il est important de mettre tout en œuvre pour que les Vendéennes et les Vendéens aient ce nouveau moyen de communication. Première phase de ce programme, la montée en débit dans 187 communes, dont Moreil donc, puis l'aménagement d'un réseau de plus de 3000 km de fibre optique qui desservira près de 400 zones d'activité et 1000 sites prioritaires dont les établissements de santé ou encore d'enseignement. Enfin, troisième et dernière étape, les foyers de 13 communes de Vendée seront directement raccordés à la fibre. La deuxième édition des Vendée Digital Awards est lancée. Il s'agit de récompenser les collectivités, les entreprises et les associations innovantes en termes d'utilisation d'outils numériques, comme par exemple les réseaux sociaux. Un jury composé de 6 personnes sera chargé de décerner 5 prix lors d'une cérémonie le 8 octobre prochain. En attendant, les candidats à ces Vendée Digital Awards doivent se faire connaître avant le 15 juin. Le numérique qui a révolutionné la communication des collectivités et des entreprises, c'est ce que nous explique Hervé Pillot, le président de Vendée Réseaux Sociaux.
La communication ne sera plus jamais ce qu'elle était avant l'avènement d'Internet, avant l'avènement des réseaux. Avant, la communication était surtout descendante. Maintenant, elle est peer-to-peer, c'est-à-dire que tout le monde peut communiquer, recevoir de l'information, mais aussi en envoyer. Et depuis 2 ans, effectivement, beaucoup plus de gens y sont venus. Les choses se sont professionnalisées, mais ce n'est pas que de la technique. Il faut vraiment qu'il y ait une âme, et cet homme de la Vendée qui existe depuis longtemps en communication, on la retrouve là aussi. Les archives départementales lancent un nouveau portail internet. Chaque commune vendéenne va pouvoir disposer d'une page web consacrée à l'histoire locale. Il sera ainsi possible, en restant chez soi, de consulter les archives de sa commune. Cela devrait intéresser les historiens, mais aussi les amateurs de généalogie. Le directeur des archives départementales nous détaille ce que l'on pourra retrouver en ligne. Ce que va y trouver l'internaute, c'est d'abord les grands classiques, si vous voulez, l'état civil, le cadastre, les délibérations municipales, les bulletins paroissiaux imprimés, qui sont les premiers périodiques communaux de la fin du 19e et du début du 20e siècle, des collections de cartes postales, voilà, toute une série d'archives sérielles qu'on a déjà l'occasion de voir sur le site, mais qui sont là réunies en bouquet, commune par commune. Et cela concerne pour le moment 74 communes du département, comme Chaland, Fontenay-le-Comte, L'Île-Dieu ou Montaigu. Mais l'objectif est de le proposer pour les 282 communes de Vendée. Depuis 2006, la Vendée gagne chaque année 9000 nouveaux habitants. Le département attire et cela pose des questions d'urbanisation, d'équilibre entre terrains agricoles et construction de logements, notamment dans les communes proches du littoral, au Bernard par exemple. Le nombre d'habitants pourrait passer dans les 10 prochaines années de 1200 à 1700. Alors la commune vient de signer une convention avec l'établissement public foncier de Vendée pour développer un projet d'urbanisation harmonieux de la commune, notamment dans le centre du bourg. L'EPF accompagne aussi la commune pour réfléchir à l'organisation de ces nouveaux quartiers d'habitation qui vont permettre de revitaliser le centre-bourg. On demande aux communes un petit peu de faire des efforts de densification pour éviter de consommer trop d'espaces naturels et agricoles, souvent situés en périphérie des communes. Donc trouver finalement le bon compromis pour avoir des aménagements de qualité, des nouveaux quartiers de qualité bien intégrés et qui préfigurent un petit peu l'urbanisation de la Vendée de demain. Image et interview signée Jean-Marie Bidot. L'aigle de Bonelli fait partie des espèces de rapaces les plus menacées en France. Christian Pacto s'est pris d'affection pour cet oiseau qui vit autour de la Méditerranée. Cet habitant de Saint-Denis-du-Perret est même devenu un spécialiste. Il a réussi à faire naître au mois de mars 10 aiglons. Un travail de reproduction et d'élevage difficile, mais aujourd'hui récompensé, puisque dans le cadre d'un programme international, ces jeunes oiseaux s'apprêtent à être réintroduits dans la nature. Pierre Dalicieux. Alors celle-ci, elle a 1 mois et 10 jours à peu près. 10 gros poussins comme celui-ci sont nés chez ce passionné, 10 naissances et aucune perte. Un pourcentage de réussite très rare pour cette espèce. Alors forcément, aujourd'hui, Christian est sur un petit nuage. Je crois que je ne m'en rends pas vraiment tout à fait compte complètement. Je n'arrive pas à en voir toute l'étendue. Évidemment, c'est un grand ouf de soulagement pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est souvent inespéré parce qu'on a toujours des pertes. Mais cette année, j'ai pas de perte. Donc effectivement, une année sans perte, c'est une année bénie, quoi, c'est clair. Hein, c'est pas n'importe quoi dans la vie d'un éleveur. Cet enseignant à la retraite conduit depuis une quarantaine d'années des recherches sur la reproduction de 2 espèces de rapaces, dont l'aigle de Bonelli. Son but, obtenir le plus de réussite possible lors des naissances. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais cela demande du temps, beaucoup de temps. Je passe environ 1h30 pour chaque repas et j'en fais 3 par jour. Je ne peux pas sortir de chez moi plus de 2 heures par jour, 2 fois. Une fois le matin, une fois le soir, c'est tout. Et ça fait depuis le mois de mars que c'est comme ça. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Je ne sais pas ce que c'est l'ennui. Ça, c'est sûr. Un peu plus loin, dans ces grandes volières, Christian garde précieusement ses couples d'aigles, les parents des petits aiglons. Derrière ces vitres fumées, tout est fait pour les déranger le moins possible. La tranquillité de ces animaux sauvages fait aussi partie de son programme.
S'ils étaient au Puy du Fou, évidemment, ils seraient habitués à l'homme et il n'y a pas de souci. Mais là, des oiseaux comme ça qui sont complètement enfermés, où je prends beaucoup de précautions pour ne pas parler, rien faire, du coup, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, ils sont très inquiets. Ok, donc il faut faire attention. Il faut faire très attention, oui. Ces 10 naissances, c'est entre le quart et le tiers de la production naturelle annuelle en France. Et c'est pour l'Espagne que tous partiront demain matin à 8 h, où ils seront tous réintroduits dans leur milieu naturel. La sensibilisation au handicap, c'est l'un des thèmes évoqués dans les écoles de Saint-Hilaire-de-Riez depuis le début de l'année, dans le cadre des temps d'activités péri-éducatifs mis en place par la réforme des rythmes scolaires. Alors après une sensibilisation au handicap visuel avec des chiens guides d'aveugles, des élèves de CM1 et de CM2 ont pu suivre après les cours des initiations à la langue des signes. Une ouverture sur les personnes sourdes et malentendantes. Alix Lanos a assisté à l'une de ces séances. Bonjour, merci, vélo, ballon. Ces élèves de CE1 sont en train d'apprendre à signer. C'est la deuxième fois que Yannick Loison, professeur de langue des signes, les rencontre. S'il veut enseigner sa langue, Yannick veut également sensibiliser ses enfants au monde et à la culture sourde. Ils découvrent ce que c'est qu'une personne sourde comme moi. Ils se rendent compte qu'on peut très bien communiquer avec un sourd. Il n'y a pas vraiment de handicap. Regarde-moi, on est pareil. En fait, les sourds et les entendants, c'est pareil. Yannick est un champion du mime. Avec les enfants, le courant passe immédiatement et très vite, le vocabulaire des petits élèves s'enrichit. Bonbon. Ça va, maison, bonbon, porte. Au moins, s'il y a quelqu'un qui est sourd et muet dans la rue, on peut lui parler. Après, on peut apprendre des nouveaux mots, on peut en parler à tout le monde. Proposées aux élèves dans le cadre des activités péri-éducatives, ces 3 séances s'inscrivent dans un plus large projet de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez de sensibilisation au handicap. La commission accessibilité que j'ai l'honneur de vice-présider ne parlait que de voirie, de trottoirs, de RP, etc. Donc moi j'ai tenu à faire entrer le lien humain dans cette commission et j'ai sollicité mes collègues pour qu'ils acceptent de travailler avec les associations des handicapés. Malvoyants, handicap moteur ou mental, les élèves de cette école rencontreront donc d'autres membres de différentes associations afin de mieux connaître et donc mieux accepter le handicap. Et la langue des signes qui se découvre encore plus tôt. Nous irons prochainement dans une crèche où des enfants sont initiés dès l'âge de 9 mois. Eux ont décidé de s'exprimer derrière un micro. Les élèves de 4 écoles de Nallier, Tiré, La Réorte et Saint-Étienne-du-Briouet dans le sud-Vendée ont tenu l'antenne d'une radio pendant une semaine. Radio Loupio, des enfants reconvertis en journalistes et en animateurs pour présenter une série d'émissions scientifiques ou culturelles en direct sur la FM. Anne-Lise Vinet. Vous rapprochez vos lèvres et vous enlevez vos doigts pour être à peu près à la bonne distance du micro. Dernière recommandation et réglage avant d'entrer en scène. Le stress monte, les visages sont concentrés. Lola, elle, pense à sa famille. Je pense que ma grand-mère va m'écouter. Et donc j'espère justement. Top départ donné, l'émission peut commencer. Bonjour, je suis Mélina, élève de CM1. Bienvenue dans le coin des poètes. Sous l'œil attentif de leur professeur, les élèves défilent par petits groupes. Pour Mathieu, c'est l'aboutissement d'un réel projet pédagogique. Si on travaille la radio, c'est pour travailler essentiellement 2 points. C'est l'oralisation des textes, la mise en voix des textes, c'est-à-dire que ça nous permet de travailler la lecture autrement. Et puis le deuxième grand point, c'est la coopération, c'est-à-dire apprendre à travailler ensemble. Un projet d'émission radio mensuelle préparé par étapes et adapté à tous. Les enfants connaissaient quasiment leur texte sur le bout des doigts. Et même les enfants en difficulté de lecture ont mis tout leur cœur à l'ouvrage pour qu'aujourd'hui ils soient prêts et que tout le monde les entende. Les micros sont coupés. Et franchement, c'est très bien ça. Après 2 heures de direct, les enfants sont heureux, mais surtout soulagés. Je me dépêche de finir mon texte et puis après j'en parle plus. J'avais un petit peu peur de me tromper, mais je connaissais mon texte, j'avais la feuille, alors ça allait. Sur 5 jours, plus de 150 élèves de 7 établissements ont animé les ondes de 106.2.
Des nouvelles de l'Hermione, cela fait maintenant un peu plus d'un mois que la réplique de la frégate qui menait à Lafayette en Amérique en 1780 pour la guerre d'indépendance a quitté La Rochelle, avec à son bord près de 70 marins professionnels et volontaires, parmi lesquels plusieurs Vendéens. L'Hermione fait route vers la côte est des États-Unis. Elle a fait étape quelques heures aujourd'hui dans l'archipel des Bermudes pour un ravitaillement en nourriture. Et cette première partie de la traversée de l'Atlantique a été un peu mouvementée, comme l'explique le lieutenant en navigation de l'Hermione. On a eu des conditions météo qui nous ont pas mal sollicités, puisque les vents ont été assez variables en force et en direction. Donc on s'est adapté en permanence aux conditions météo. Donc on a hissé, on a cargué les voiles, tout ça en permanence, de jour comme de nuit, pour s'adapter donc à des vents faibles, qui nous ont permis un peu de repos et sinon des conditions météo un peu plus sport, où là on s'est amusé, on a profité du bateau, on a pas mal sollicité l'équipage et c'est sympa, on a eu jusqu'à 45 nœuds de vent, donc sur l'eau c'est assez impressionnant. Et l'Hermione doit arriver en fin de semaine prochaine à Yorktown, en Virginie, c'est au sud de Washington, avant de remonter ensuite pour faire escale à New York et Boston. C'est une tradition, tous les 2 ans, pendant le week-end de la Pentecôte, Nieul-sur-Lotise replonge dans son passé avec la fête de la Meunerie. La 20e édition s'est refermée hier soir. Près de 8000 personnes ont découvert ou redécouvert les métiers d'autrefois et retrouvé l'ambiance de la vie quotidienne d'un village vendéen du début du siècle dernier. Aurélie Arner. Retour dans les années 30, ces 2 derniers jours à Nieul-sur-Lotise, où plus de 700 bénévoles en tenue d'époque se sont prêtés au jeu. À l'école par exemple, les enfants découvrent une autre manière de travailler, celle sans doute de leurs arrière-grands-parents. Des fois on va au coin. Oui, comme moi ce matin quand j'ai eu le bonnet zen, j'ai été punie là parce qu'en fait je tapais les doigts de Edwige et puis après on m'a puni là-bas et puis j'ai dû faire un autre exercice. Quand on écrit bien, on gagne des points comme ça. Des bons points. Au bout de 5 bons points, on a une image. Mais pour la cancre et la bavarde, ce n'est pas gagné. Plus loin, les jeunes sont mis à contribution pour la construction d'une clôture. Là, on fait les sortes de piquets pour faire après le quien, donc la barrière de jardin. Ils aiment bien faire les métiers anciens, revivre un petit peu. Disons que souvent, les petits-enfants sont plus sensibles à revenir aux méthodes anciennes que les enfants, parce que ça leur rappelle quelque chose qu'ils ne voient plus, quoi. Avec les nombreux métiers représentés et les reproductions de la vie quotidienne, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur nos aïeux. Ça demande vraiment un grand savoir-faire. Il y avait la maîtrise du moulage et aussi la maîtrise de la cuisson pour la tuile. Donc c'était vraiment deux métiers bien distincts en fait. Et ils étaient payés au rendement et donc ils étaient payés à 1000 tuiles. Donc ils avançaient beaucoup plus vite que nous. Nous on fait ça une fois tous les 2 ans, mais vous savez les dames quand elles faisaient ça toutes les semaines, c'était quand même un travail fatigant. C'est épuisant pour le dos. Mais bon, en même temps, c'est très convivial parce que ça se faisait en groupe. Les femmes se réunissaient par quartier. Et l'occasion pour d'autres de se souvenir. Nos premiers tracteurs à nous, de notre âge à nous. Et là, les batteries, c'était nous, c'est de notre âge aussi. J'ai toujours écrit avec un porte-plume. Aujourd'hui, la fête de la Meunerie fédère énormément. On peut le voir autour de nous, il y a beaucoup de jeunes. Il y a très souvent, même pas très souvent, toujours à toutes les fêtes, 4 générations sur le terrain de la même famille. C'est l'esprit de faire une fête sur notre territoire, rappelant nos racines. Et inconsciemment, on revient à ses racines, tout le monde le dit, et à la fête de la Meunerie, on s'en rend compte. 20e édition cette année, avant le prochain rendez-vous dans 2 ans. L'occasion de fêter ses 40 ans d'existence. Et on termine ce journal avec un coup d'œil au ciel. Un beau soleil demain, après peut-être quelques brumes matinales localement. Les températures, elles seront de saison, 9 à 12 degrés. Dans l'après-midi, quelques nuages, mais ils resteront timides. 18 à 23 degrés au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.